Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie au nom de la Fédération de vous accueillir pour cette troisième édition donc de nos webinaires Ça nous regarde que nous avons démarré à la rentrée 2025. Merci de vous connecter, de prendre le temps de ces webinaires. Aujourd'hui, nous avons trois intervenants sur un sujet d'actualité, de très grande actualité même, on pourrait dire, les élections municipales, donc tout un programme qui nous regarde. C'est l'intitulé aujourd'hui de ce webinaire et nous recevons avec grand plaisir Nathan Pasco qui est chargé de mission accessibilité au sein du collectif handicap visuel. Et ensuite, Cyril Desjeux, directeur scientifique d'Andéo, sociologue, qui était aussi et qui est toujours à la manette de l'étude handipolitique sur l'engagement politique des personnes en situation de handicap, et également donc Samuel Landier, dès que les aléas du direct nous auront permis de l'avoir connecté. Samuel Landier, donc militant associatif, militant politique, élu municipal dès 2001, et également élu départemental par la suite, et qui n'est plus élu à ce jour, mais qui va évoquer aussi son expérience de personne engagée dans la vie publique. Je vais commencer par donner la parole pour une introduction à Michel, justement, qui doit nous quitter à 9h30. Donc, Michel Brard, secrétaire général de la Fédération des aveugles et amblyopes de France, qui va donc présenter la démarche de la fédération dans le cadre du plaidoyer en vue des élections municipales de mars. Michel, c'est à vous. Merci Fatima. Bonjour à toutes et à tous. La fédération, dans le cadre de ces webinaires intitulés Ça nous regarde, a choisi donc ce thème des municipales pour aborder la question sous un parti pris d'accessibilité. La fédération a pour habitude de travailler des sujets de manière à apporter des éléments d'information, des éléments de compréhension des problématiques qui sont posées par rapport aux sujets qui sont traités. Donc aujourd'hui, l'idée pour nous est d'aborder cette question municipale sous l'angle de l'accès à l'information, notamment l'information municipale, l'accès à l'élection et au vote, et puis l'accès à la fonction d'élu. Alors, la vie locale, c'est l'accès à tout ce qui fait finalement la vie de son quotidien, hein. L'accès à la voirie, au transport et au déplacement, la mobilité dans son sens le plus général, l'accès à l'information locale notamment, et puis l'importance eh bien, de tous les dispositifs présents sur un territoire par rapport à l'éducation, à l'emploi et à toutes les activités en lien avec la culture, le sport, les loisirs, etc. La démocratie locale, c'est la démocratie de proximité où se jouent des enjeux très importants de vie quotidienne et bien sûr d'inclusion, d'autonomie pour les personnes déficientes visuelles. La fédération vous propose par ailleurs de mettre à votre disposition des informations, des fiches pratiques qui vont retracer un peu tout ce qui va être évoqué aujourd'hui. Alors, à titre personnel, je dois dire que cette dimension de la vie locale est une dimension vraiment très importante qui peut faire basculer sur des enjeux d'accessibilité notamment, mais aussi de participation des personnes, eh bien, faire basculer entre finalement des domaines où il ne se passe pas grand-chose, ou au contraire, peut permettre des initiatives et de résoudre ou d'apporter des solutions extrêmement innovantes pour faciliter la vie de tout un chacun dans son quotidien. J'ai été pour ma part élu un certain nombre d'années. J'ai assuré plusieurs mandats, celui d'adjoint au maire dans une ville de plus de 100 000 habitants, à Orléans, et ensuite de conseiller général du département du Loiret. Et j'avoue que c'est une expérience extrêmement enrichissante à titre personnel, mais aussi très importante sur le plan de la prise de conscience
de la capacité à agir, de la capacité à exercer un mandat et des responsabilités pour faire avancer des sujets qui concernent la vie de tous les jours de nos concitoyens. Je tiens, pour tout à fait terminer cette introduction, pardon, à remercier nos trois intervenants et puis à remercier l'équipe de la fédération et plus particulièrement Julie Berthelon et Fatima Kaloub qui assument et assurent la préparation de ces webinaires, mais aussi le travail de préparation autour des éléments d'information qui seront mis à votre disposition. Alors, je vous souhaite de bons échanges et d'aborder ce sujet de l'accès à tout point de vue sur les municipales avec, avec intelligence et aussi avec des propositions, en tout cas des avis divergents ou convergents, peu importe. En tout cas, que ce soit riche et participatif. Merci. Merci beaucoup, Michel, de cette introduction. La fédération, donc oui, mettra à disposition, dans le cadre de ce plaidoyer, une boîte à outils, donc contenant à la fois donc des fiches et des documents donc de la fédération, mais également référence aux travaux de plaidoyer qui sont menés par ailleurs, donc dans le champ de la déficience visuelle par d'autres associations et également plus largement dans le champ du handicap et également donc des guides, par exemple les guides d'Andéo dont tout à l'heure Cyril nous parlera très certainement. Alors, nous allons commencer dans un premier temps donc par les interventions et puis nous aurons un temps aussi long que possible donc de questions-réponses et d'échanges. Je vais commencer par donner la parole à Nathan Pasco, donc je le disais, chargé de mission accessibilité au sein du collectif handicap visuel. Nathan, euh, tu vas nous parler principalement de l'accessibilité du processus électoral, on va dire ça comme ça, pas uniquement de l'élection le jour J dans le bureau de vote, mais aussi l'amont de l'élection, c'est-à-dire par exemple l'accès à l'information, Michel le disait tout à l'heure, donc l'accès à l'information pour les personnes en situation de handicap et plus particulièrement les personnes déficientes visuelles, bien évidemment, par rapport donc aux travaux qui sont menés au sein du collectif. Donc, pour donc un petit peu guider ton intervention, quel état des lieux est-ce que vous faites de l'accessibilité du processus électoral aujourd'hui? Et puis également, quelles ont été les avancées, mais aussi les demandes qui restent aujourd'hui à porter devant les pouvoirs publics pour toujours donc améliorer cette accessibilité. Bonjour Fatima, bonjour à tous et un grand merci de nous avoir invités à participer à votre webinaire. Donc je me présente, je suis Nathan Pasco, je suis chargé de mission accessibilité pour le collectif français du handicap visuel. Donc c'est le nouveau nom de la CFPSA, qui est une organisation qui fédère une vingtaine d'associations et de structures éducatives du handicap visuel. À l'approche des élections municipales, on a souhaité effectivement mener un travail d'analyse sur le cadre réglementaire et les pratiques d'accessibilité autour du processus électoral et du vote. Le premier point à rappeler, c'est que le vote, c'est un droit fondamental et que son accessibilité est comment dire, consacrée par la déclaration relative aux droits des personnes en situation de handicap de l'ONU et son article 29 concernant notamment la participation à la vie publique et à la vie politique. Donc les États qui ont comme la France ratifié la Convention s'engagent à prendre toutes les mesures garantissant que les personnes handicapées peuvent jouir de leurs droits politiques et ont la possibilité de les exercer sur la base de l'égalité avec les autres. Le deuxième texte structurant sur la participation politique des personnes en situation de handicap, c'est la loi du 11 février 2005 qui a permis un certain nombre d'ajouts dans le code électoral, notamment l'article L62.2 qui indique que les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, y compris pour les personnes ayant donc un handicap sensoriel. Quand on a tout ce cadre, on se dit super, on va pouvoir
participer à la campagne électorale, s'investir, se renseigner sur les différents candidats, leurs programmes, et ensuite aller voter pour exprimer sa voix et choisir ses représentants comme tout citoyen. Sauf qu'en pratique, en fait, on se rend compte que les élections demeurent largement inaccessibles aux personnes déficientes visuelles, qu'il s'agisse de toute la phase de campagne en amont, donc avec que ce soit l'information sur l'information électorale, je veux dire à destination des personnes en situation de handicap sur le scrutin, son organisation, etc., ou tous les aspects programmes électoraux, campagne des candidats, etc. Donc l'étude Homer qui avait été commenée par la fédération en 2021 avait relevé que 2 électeurs déficients visuels sur 3 ont besoin de se faire accompagner pour voter et qu'une personne déficiente visuelle sur 5 a déjà renoncé à voter en raison de son handicap. Donc c'est un constat qui est quand même assez alarmant. Et quand on regarde en fait plus en détail le cadre réglementaire, on s'aperçoit qu'il y a des lacunes assez importantes sur les prescriptions qui s'appliquent à l'accessibilité des bureaux et des techniques de vote. En fait, on a ces articles avec des affirmations générales sur l'accessibilité du vote et l'accessibilité des élections. Mais ensuite, quand il s'agit de le mettre en pratique, de rendre les techniques de vote accessibles, par exemple, on se rend compte qu'il n'y a aucun encadrement. Par exemple, pour une personne malvoyante, euh, il pourrait y avoir des obligations sur l'accessibilité visuelle des bulletins papier. Mais il n'y a absolument aucun encadrement sur ces aspects. Et d'autre part, la procédure de vote par bulletin papier qui reste quand même largement dominante dans l'Hexagone n'est pas, je veux dire, n'est pas accessible aux personnes malvoyantes et non-voyantes. Et dès 2012, le défenseur des droits, dans une décision, appelait à mener des expérimentations pour rendre ces techniques de vote accessibles aux personnes non-voyantes. Or, on attend toujours que ces préconisations soient mises en œuvre. Donc nous, du côté du collectif handicap visuel, on a plusieurs revendications générales fortes. C'est renforcer et compléter le cadre technique et réglementaire sur l'accessibilité du vote, définir des prescriptions techniques qui soient précises et opérationnelles pour permettre aux organisateurs de scrutin de répondre aux besoins des personnes qui ont un handicap visuel. Et on souhaite aussi qu'il y ait des contrôles et que des sanctions soient prévues en cas d'infraction et d'inaccessibilité dans le processus électoral, qu'on parle de l'amont, donc de tout ce qui est la campagne, ou de l'accessibilité des bureaux de vote et des techniques de vote. Il y a un autre enjeu qui est important, c'est le développement de l'utilisation des machines à voter. Parce qu'en fait, c'est la technique qui aujourd'hui permettrait aux personnes non-voyantes notamment de voter de manière autonome. Il y a un règlement d'agrémentation de ces machines qui prévoit enfin qui impose des dispositifs d'accessibilité, notamment des retours sonores sensitifs et autres pour permettre aux personnes ayant un handicap visuel de les utiliser. Sauf que depuis 2018, un moratoire empêche les collectivités de s'équiper de ces équipements. Donc on est sur un parc qui ne peut pas s'agrandir et qui est vieillissant. Donc les évolutions technologiques, enfin je veux dire l'accessibilité des machines à voter ne bénéficie pas des évolutions technologiques parce que tout est bloqué sur les modèles qui prédatent 2018. Donc sur l'enjeu de l'information et de la communication, comme tu le soulignais Fatima, donc il y a tout cet aspect de la propagande électorale. On a aujourd'hui des obligations qui s'appliquent aux professions de foi des candidats. D'une part, ils ont l'obligation, et ça c'est pour tous les types d'élections et pour les municipales à partir des villes qui ont plus de 2500 habitants, de produire des professions de foi qui sont accessibles numériquement. Et ces documents sont ensuite mis en ligne sur un site du ministère de l'Intérieur qui s'appelle programme-candidat.gouv.fr, il me semble. Sauf qu'encore une fois, on réalise que quand on se connecte, là, les documents qui sont en ligne, c'est encore ceux des législatives 2024. Ben, en fait, c'est pas accessible. La plupart du temps, les documents sont soit pas disponibles, soit fournis dans des PDF qui peuvent pas être lus par une synthèse vocale.
Et d'autre part, il y a aussi une obligation de fournir des professions de foi en format, enfin, ils appellent ça dans un langage adapté aux personnes en situation de handicap pour les élections régionales, législatives, européennes et présidentielles. Mais il y a un certain nombre d'exceptions. Déjà, les candidats ont un droit d'opposition à la mise en ligne de professions de foi dans un format numérique. Et d'autre part, ça ne s'applique pas, par exemple, aux élections partielles. Donc nous, on veut vraiment que ça devienne un systématisme. Et d'autre part, qu'il y ait une sensibilisation des candidats et que l'État mette à disposition à la fois des supports d'information sur la manière de créer des documents accessibles, mais aussi mette en place un outil permettant aux candidats de générer leur profession de foi sous forme accessible pour qu'on puisse passer d'une obligation inscrite dans la loi à une obligation efficace en pratique et que les personnes en situation de handicap puissent véritablement trouver l'information sur le site Internet et ensuite la consulter sous une forme accessible. Donc ensuite, il y a tout ce qui concerne le bureau de vote. Donc déjà, là, le cadre légal, et je dirais, et les prescriptions techniques sont existantes et applicables parce que les bureaux de vote doivent respecter la réglementation sur l'accessibilité des établissements recevant du public. Mais ensuite, sur tout ce qui va concerner les techniques de vote et l'organisation à l'intérieur du bureau de vote, là, on est sur un flou total. Le défenseur des droits, dans sa décision de 2012 et dans son étude de 2015, pardon, sur le vote des personnes en situation de handicap, recommande la publication d'un arrêté avec des prescriptions techniques précises. Actuellement, en fait, il y a un décret d'application de la loi du 11 février 2005 qui a permis d'apporter quelques précisions. Par exemple, il faut que les personnes qui utilisent un fauteuil roulant puissent circuler, etc., dans le bureau de vote. Il faut qu'il y ait au moins un isoloir accessible aux personnes en fauteuil roulant. Mais sur le handicap visuel, c'est totalement flou. Et nous, on pense vraiment qu'on a besoin d'une précision, enfin, de la précision et de l'obligation pour contraindre et aussi permettre aux personnes de savoir ce qu'elles doivent faire pour rendre l'élection accessible aux personnes déficientes visuelles. Sachant que, bien entendu, l'accessibilité ne commence pas à la porte du bureau de vote. Il y a toute la chaîne de déplacement qui doit être prise en compte. Et donc là, on a aussi des grosses problématiques sur l'accessibilité de la voirie, avec l'arrêté du 15 janvier 2007 qui n'est pas toujours respecté. Et d'autre part, on sait aussi que les ERP ne respectent pas toujours la réglementation sur l'accessibilité. Et de plus, il y a un certain nombre de dispositifs très utiles pour l'autonomie des personnes aveugles et malvoyantes, comme les balises sonores, par exemple, qui fonctionnent avec la télécommande universelle, les flux sonores ou les bandes de guidage qui ne sont pas systématiquement obligatoires. Donc, toutes ces lacunes actuellement imposent en fait un accompagnement humain. Et ça, c'est vraiment un autre point fort qu'on porte, c'est que les personnes, alors le code électoral permet aux électeurs d'être accompagnés par la personne de leur choix, enfin un électeur qui peut être inscrit dans un autre bureau de vote. Mais nous, on souhaite qu'il y ait également une aide humaine disponible dans le bureau de vote dès l'entrée pour permettre un accompagnement aux personnes à toutes les étapes, sauf bien sûr pour le passage dans l'isoloir parce qu'il faut respecter la confidentialité du vote. Et une autre revendication qu'on porte, c'est la sensibilisation des membres du bureau de vote aux besoins des personnes en situation de handicap, parce que malheureusement, actuellement, on a des situations où des personnes sont mal renseignées soit sur les besoins, soit sur les droits, et ça peut, en cas d'expérience négative, encore plus décourager la participation. Je vois que j'ai dépassé mon temps des 10 minutes. Alors, Fatima, je vois que Gabriel lève la main aussi. Je te Alors laisse me dire. oui, alors pour ce qui est des questions, Gabriel, en fait, on fait un temps de questions-réponses après les interventions. Donc, on ne va pas faire les Ça questions tout marche. de suite. Merci. Je voulais juste compléter sur le fait que alors le collectif handicap visuel a publié un guide sur l'accessibilité des bureaux et des techniques de vote, où on va justement chercher à combler ce vide réglementaire avec un certain nombre de conseils. Et d'autre part, on a également publié notre plaidoyer complet sur l'accessibilité du processus électoral dans son ensemble. Très bien. Ah oui, c'était important de l'ajouter puisque ça sera une ressource
précieuses et que nous ajouterons d'ailleurs à notre boîte à outils. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais bien sûr, la fédération est membre du collectif Handicap Visuel. Merci beaucoup Nathan, c'était très riche et aussi très concret aussi dans cette période. Donc à l'approche des élections, on reviendra tout à l'heure hein, dans les questions-réponses. Vous pourrez poser des questions, réagir à ce qui a été dit aussi hein, par Nathan. On va passer à notre deuxième intervenant du webinaire, Cyril Desjeux. Alors Cyril, donc tu es directeur scientifique d'Andéo. Tu pourras peut-être nous dire exactement hein, de quoi il s'agit. Tu es également sociologue et tu coordonnes donc l'étude participative handi-politique autour de la question de l'engagement politique des personnes handicapées de façon générale. Et je sais qu'il y avait eu aussi une étude, comment on appelle ça, de préfiguration, je crois, dans un premier temps, il y a quelques années, sur justement l'accès au vote. Ce qu'on fait là, la transition avec le propos de Nathan. Alors, donc les questions que j'ai envie de te poser, c'est quels sont les enseignements, d'abord, qu'est-ce qu'on dit politique? Qu'est-ce qu'une étude participative? Quels sont les enseignements d'Andy politique et comment on peut, à partir de ces enseignements et des freins observés, mais aussi des facilitateurs peut-être hein, quand même, comment on peut faire avancer justement cette question de l'engagement politique des personnes handicapées en politique et peut-être aussi avec un focus sur la question de l'engagement municipal local. Et tout ça en 10 minutes. Oui. Ouais, je vais essayer de faire au mieux. En tout cas, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, moi, je suis le directeur scientifique d'Andéo. Andéo, c'est une organisation d'ailleurs dans laquelle la Fédération des aveugles de France a été membre pendant quelques années. C'est un collectif d'associations qui a comme cadre de référence la Convention relative aux droits des personnes handicapées et qui a trois missions. Une première mission autour de la recherche, qui est la mission dont je m'occupe. Une deuxième mission autour de la qualité, à travers le déploiement de labels et de certifications. Et une troisième mission autour de tout ce qui va être le conseil et la formation. Et donc, c'est dans le cadre de cette mission de recherche que je pilote depuis maintenant presque 10 ans un programme autour de tout ce qui va être participation politique et citoyenne, avec un premier axe qu'on a commencé à travailler en 2017 sur la question du droit de vote, et un deuxième axe autour de la question du mandat électoral qu'on a commencé à travailler en 2021, et qui sont notamment les travaux de préfiguration que vient de mentionner Fatima, et dans lequel d'ailleurs Nathan Pasco a participé et a participé à initier ces travaux de préfiguration. C'est au regard de ces différents éléments qu'on a décidé avec différents partenaires de déployer une recherche participative et appliquée qui s'appelle Handipolitique et qui démarre depuis 2023 aujourd'hui. Dans ces partenaires, on a notamment l'APHPP, l'association Élus Sourds, l'association Nous aussi, l'Ancréaille, une autre association là, qui est suisse, qui est Pro Infirmis, et également un chercheur qui s'appelle Pierre-Yves Baudot et qui est spécialisé notamment sur ces questions de participation politique. L'autre élément important de la recherche antipolitique, c'est ses soutiens. Elle est rendue possible grâce à la CNSA via l'IRESP, grâce à la FIRA, grâce au groupe Apiciel et grâce au groupe Mutuelle Intégrance. Et cette recherche, elle comprend deux axes, un axe sur la question du droit de vote et un deuxième axe sur la question du mandat électoral. Si je reviens sur l'axe sur le mandat électoral, il va comprendre plusieurs méthodologies, notamment un recensement des personnes élues qu'on aura identifiées dans la presse. Et on a identifié dans la presse 102 élus en situation de handicap. Parmi ces 102 élus en situation de handicap, 11 ont une déficience visuelle qui s'accompagne parfois de déficiences notamment auditives et ou cognitives. L'autre support qu'on va utiliser pour cette recherche va être un questionnaire qui a pu bénéficier de 120 répondants.
On a mobilisé également une méthode plus qualitative sur la base d'entretien et on a interrogé 25 élus en situation de handicap, dont 4 élus avec une déficience visuelle. Et on s'est également appuyé sur un groupe de travail avec des personnes concernées, dont notamment on a pu bénéficier de la forte implication de Fatima Kalouk, mais également ont été présents d'autres situations de handicap, dont une personne avec une déficience visuelle. Au regard de ces données, on estime donc qu'il y a une centaine d'élus, je disais 102 notamment, qu'on a pu identifier dans la presse, et que les principaux mandats exercés sont des mandats à une échelle municipale, où 93% de ces mandats sont à ce niveau-là. Et les handicaps les plus représentés sont des handicaps liés à des altérations des fonctions motrices, même si on peut retrouver, comme je le disais, des handicaps liés à des altérations des fonctions sensorielles, visuelles, auditives, dont 11 élus avec une déficience visuelle. On a également des handicaps qui vont être liés à des altérations des fonctions mentales ou cognitives, mais c'est vrai que ces handicaps-là, ils sont souvent plus difficilement identifiables. Bon, dans ceux très connus, on a notamment Éléonore Laloux, qui est porteuse de trisomie 21 et qui est conseillère municipale à la ville d'Arras. Ce qu'il faut avoir en tête aussi dans ces données, c'est que ces données qui concernent entre 2020 et 2025 et que certains ont pu quitter leur mandat. On a notamment une personne qui est aveugle qui a indiqué avoir quitté son mandat, notamment pour des problématiques de manque d'accessibilisation liées au conseil municipal. Mais ça peut être d'autres problématiques qui vont être liées à des problèmes de santé parfois ou liées au rythme du mandat cumulé avec le métier plus la situation de handicap, qui peut rendre compliqué également l'exercice du mandat jusqu'au bout. Si je donne ces éléments, c'est aussi parce que c'est des précisions qui me semblent importantes pour rappeler également que la question du handicap, elle ne doit pas écraser la vie politique. Et que ces mandats, à la fois, ils peuvent être rendus compliqués par la situation de handicap ou par l'absence d'accessibilisation de la part de l'environnement. Mais il est aussi compliqué du fait de la rythme de la vie politique, qui est aussi un rythme tout le temps en mouvement, avec des stratégies, des attentes qui peuvent être compliquées, et que ces éléments-là, en tout cas, jouent également sur la capacité à pouvoir tenir le mandat jusqu'au bout. Un des éléments qui me semble intéressant et qui ressort des études, c'est que à côté de l'arrivée des femmes qui avaient montré le caractère très patriarcal de l'arène politique, le handicap et son analyse montrent également les normes capacitaires et de performance qui structurent le jeu politique euh, et qui montrent que le politique pourrait aussi avoir d'autres modalités de fonctionnement qui ne reposent pas exclusivement sur un mode compétitif, sur l'ambition ou ne seraient pas nécessairement traversés par des jeux de manipulation, de conspiration, voire de complot, et pourrait très bien, en tout cas, s'appuyer aussi sur d'autres formes d'organisation. Ce qui va être intéressant à travers le handicap, c'est de pouvoir analyser d'autres formes d'organisation. Alors, attention, ne soyons pas naïfs, c'est pas parce que on parle de personnes en situation de handicap que ces éléments autour de la compétition et de la performance n'existent pas. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une diversité, que dans cette diversité, le handicap permet d'augmenter ces effets, en tout cas de diversité dans les modes de fonctionnement qui pourraient y avoir, notamment dans l'organisation politique. Dans les éléments importants qui me semblent aussi à restituer au regard de ce qu'on peut ressortir de la recherche antipolitique, et notamment des travaux de préfiguration, c'est un certain nombre de freins, notamment un premier frein assez transversal à tous les domaines de la vie et qui n'est pas propre à la question du politique, qui va être les inégalités sociales d'accès à la scolarité et à l'emploi. Et ces inégalités, elles se répercutent notamment sur l'accès à des réseaux et aux partis politiques, qui sont des leviers, des tremplins pour pouvoir participer plus facilement en politique. Un deuxième frein également important, ça va être l'inéligibilité des personnes qui ont une mesure de protection. Elles peuvent faire campagne, mais elles ne pourront pas exercer un mandat électoral. Aussi, ça limite en tout cas la participation d'un certain nombre de personnes en situation de handicap. Un troisième frein également important à avoir en tête, c'est tout ce qui va concerner les aides humaines et la mobilité, qui sont deux dimensions importantes. En particulier, je pense notamment à l'offre de transport qui n'est pas toujours adaptée ou suffisante, ou des temps de trajet qui peuvent parfois être
allongées en raison de certaines situations de handicap, notamment les difficultés à pouvoir se repérer, que ce soit lié à une difficulté cognitive ou une difficulté visuelle. Ça peut être aussi des difficultés à gérer sa candidature et ses aides humaines en même temps. Les aides humaines demandant souvent une certaine organisation, là où le temps politique est souvent plus flexible. Et donc parfois, ces éléments-là rentrent en tension dans les organisations, en particulier pour des temps non prévus. Euh, et les aides humaines, elles sont par ailleurs dépendantes des soutiens financiers, ce qui est un point important, puisque les aides financières sont souvent très limitées pour compenser les besoins des élus en situation de handicap, et elles sont inexistantes lorsqu'on souhaite être candidat et faire campagne. Un quatrième frein également important à mentionner, ça va être les problématiques d'inaccessibilité qui existent dans différents domaines, notamment le vote qu'on a mentionné tout à l'heure, mais d'autres domaines de vie également. Sur la question de l'exercice d'un mandat et plus particulièrement les difficultés pour les personnes avec une déficience visuelle, ça va principalement concerner l'accessibilité de l'accès à l'information, notamment l'absence de braille ou l'absence d'alternative quand le document est en papier, vient limiter en tout cas l'accessibilisation. C'est aussi un problème d'accessibilité numérique, certains sites ou certains documents n'étant pas accessibles, comme l'a très bien rappelé d'ailleurs Nathan tout à l'heure sur les questions d'information sur les professions de foi et de campagne. Et un dernier frein qui me semble important également à mentionner sur l'exercice du mandat, ça va être un frein aussi relativement générique sur les représentations sociales qui peuvent exister et aussi entre misérabilisme et héroïsation dans le handicap. Plusieurs, notamment candidats aveugles, ont pu faire remonter que lors de la campagne, ils avaient été qualifiés négativement du fait de leur déficience, comparativement à un blessé de guerre qui sera plus facilement héroïsé. On peut également faire référence aux travaux de l'historien Gildas Bréguin, qui a observé que l'Assemblée nationale comportait de nombreuses personnes en situation de handicap, notamment liées à la guerre entre 1920 et 1940. On pouvait avoir entre 6 et 9 personnes mutilées de guerre à l'Assemblée nationale, là où aujourd'hui, on ne compte que 3 personnes en situation de handicap, dont un avec déficience visuelle au niveau de l'Assemblée nationale. Un autre frein lié aux représentations sociales, ça va être aussi le fait de devoir faire ses preuves. Et comme pour les femmes, les personnes en situation de handicap, notamment un certain nombre d'élus aveugles, font remonter le fait qu'ils doivent en faire 2 à 3 fois plus pour pouvoir prouver leurs compétences à exercer un mandat, qui participent également à créer des freins. Pour conclure, et j'ai déjà légèrement dépassé, je m'en excuse, pour arriver à lutter contre ces freins, on a co-construit avec l'ensemble du groupe de travail qui a participé à la recherche anti-politique un certain nombre d'outils, et plus particulièrement 3 outils. Un guide de sensibilisation à destination des personnes en situation de handicap qui souhaitent s'engager en politique, un lexique en facile à lire et à comprendre pour faciliter l'appropriation de ce guide pour des personnes qui auraient plus de difficultés d'accès à l'écrit ou des difficultés de compréhension. Et un troisième outil, un livret à destination des partis politiques pour renforcer l'accessibilisation et l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les partis politiques. Ces outils vont continuer à être travaillés puisque la recherche, elle nous mène jusqu'en 2027 et on souhaite également continuer à activer, en tout cas, notamment des outils de sensibilisation autour de cette question des personnes en situation de handicap qui souhaitent s'engager en politique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Cyril, de tous ces éléments. Bon, c'est vrai que forcément le temps est court pour pouvoir rendre compte de la richesse de toute de cette recherche. Les guides en déo, on retrouve un certain nombre de ces éléments et puis aussi des éléments pratiques sur les conditions, par exemple, financières de remboursement des frais des élus. Et comme tu l'as dit très bien, cela existe et ça a évolué encore avec une proposition de loi qui a été adoptée définitivement le 8 décembre qui est donc aujourd'hui en application pour le prochain mandat qui démarre en mars.
Mais la question de la candidature, ou plutôt des frais des candidats en situation de handicap, cette question-là n'est pas résolue à ce jour. Donc, c'est quelque chose que vous retrouverez aussi dans le plaidoyer donc, de la fédération. Alors, je vais à présent donner la parole à Samuel Landier. Donc, j'ai présenté tout à l'heure rapidement, mais il n'était pas encore connecté. Alors, Samuel est militant associatif, militant politique. Il a été également élu, donc aussi bien à l'échelon municipal qu'à l'échelon départemental en Loire-Atlantique, si je ne me trompe pas. Tout à Et fait. donc Samuel, aujourd'hui, je voulais vous demander donc pour en amont donc de ces municipales d'abord de nous retracer votre parcours, le quotidien à l'époque d'un élu en situation de handicap, un élu déficient visuel, plus précisément les freins, les facilitateurs aussi qui peuvent exister. Et les enseignements que vous avez tirés aussi de cette expérience, donc plus généralement, donc pour la présence, la place, l'engagement des personnes déficientes visuelles dans la vie publique, locale et départementale. Et comme vos prédécesseurs, vous avez 10 minutes Bon, pour laisser le temps donc aux questions. oui, alors moi, je préfère vraiment effectivement le temps des questions parce que ça permettra de rentrer dans le vif du sujet selon vos propres intérêts. Et moi, c'est ça qui m'intéresse de pouvoir être en réponse à vos demandes. Donc, je vais tenter en 10 minutes de vous brosser à la fois mon parcours et puis les éléments facilitateurs et les freins, comme vous disiez. Alors d'abord, et je l'ai prouvé tout de suite avant même d'arriver, c'est qu'un élu, c'est pas un technicien. Hein, vous savez, un élu, tout le monde croit que les élus sont compétents en tout. Dès lors qu'on est élu, alors la population vient vous saluer, vous rencontrer, et d'un seul coup, vous vous sentez investi de toutes les compétences qui puissent exister. Donc là, vu mes avaries avec l'informatique, vous avez compris que j'étais pas forcément brillant en informatique. Je dis ça en introduction, c'est pour vous montrer que le fait de s'engager dans la politique est vraiment une volonté, une envie de faire changer le monde au quotidien, effectivement. Et la question notamment des élections municipales, elle est importante puisque la commune est la collectivité la plus proche des citoyens. Après, il y a la hiérarchie, hein, selon les publics, bien sûr, le département, je vous en parlerai, et puis la région et bien sûr l'État et les administrations décentralisées. Mais donc mon parcours. Mon parcours, il a d'abord débuté avec un engagement militant associatif pour les personnes aveugles et malvoyantes, à l'association Voir Ensemble dans les années 80, puis ensuite à ce qui s'appelait l'APAM à l'époque pour organiser la commission accessibilité nationale, qui aujourd'hui est portée par le CFHV. J'ai trouvé important, moi, de m'engager d'abord pour les personnes en situation de handicap parce que j'avais des revendications. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais j'aimerais quand même aller au-delà parce que je suis un citoyen et j'ai des choses à dire sur tout un tas d'autres sujets. Donc je me suis engagé au Parti socialiste dans les années 95 pour finalement être élu conseiller municipal en 2001. Alors en 2001, évidemment, j'ai figuré sur la liste. Il fallait un peu marquer la diversité. Et c'est vrai que dans un premier temps, j'ai pu être considéré comme le handicapé de service. D'ailleurs, c'est que on m'a proposé tout de suite, tu vas t'occuper de l'insertion des personnes en situation de handicap. Bon, je ne sais pas pourquoi moi, mais enfin bon. Ils auraient pu tout à fait trouver quelqu'un d'autre. Mais enfin, le maire avait trouvé à la fois judicieux à ce moment-là que je puisse m'engager sur ce sujet-là, puisqu'on pouvait travailler des actions autour de l'intégration d'agents en situation de handicap dans la collectivité, mais aussi de mettre en place la commission accessibilité qui n'existait pas à l'époque, pour tout ce qui concerne le bâti et la voirie notamment. Et puis, 2 ou 3 ans plus tard, le maire me dit, dis donc, tu te débrouilles pas si mal, à ce moment-là, tu pourrais faire carrément autre chose et tu pourrais être élu de quartier. Alors, quand on est élu de quartier, c'est quelque chose de très important, ça, parce qu'à la fois, on n'est pas adjoint, on est conseiller municipal, mais
on est vraiment au cœur de l'ensemble des problématiques de la ville, qu'il s'agisse d'urbanisme, de construction, de nouveaux bâtiments ou de difficultés avec la restauration scolaire ou avec le service éducation pour les jeunes dans les écoles ou avec les travaux, par exemple, qui vont avoir lieu dans les différentes écoles. Donc, quand on est élu, on participe au conseil d'école, donc avec les enseignants et avec les parents. Et du coup, il faut pouvoir être en capacité de répondre aux attentes des personnes et aussi de pouvoir leur faire l'écoute qu'ils méritent pour remonter ensuite en mairie les besoins qui peuvent se faire jour. Ensuite, en 2008, j'ai été élu adjoint aux affaires sociales et au logement. Là, j'avais en charge la prévention des expulsions pour les personnes en grande difficulté, en grande précarité, et j'étais vice-président du CCAS. Le CCAS, c'est le Centre communal d'action sociale qui permet euh, de fournir en fait différentes aides aux personnes en difficulté et qui vient s'appuyer sur différents dispositifs comme par exemple une épicerie sociale qui met à disposition de l'alimentaire et des produits d'hygiène pour les personnes en difficulté avec des prix très réduits en collaboration avec les Restos du Cœur, les secours populaires et autres associations du même type. Je ne peux pas rentrer dans le détail. Ensuite, en 2014, j'aurais beaucoup à dire sur le mandat d'adjoint aux affaires sociales, notamment ce que je pourrais dire, c'est que ça m'a fait découvrir qu'il y a en fait des publics. Et que quand on est élu ou quand on est dans une administration, on réfléchit en termes de public. C'est-à-dire qu'il y a les personnes handicapées, il y a les jeunes, il y a les personnes âgées, il y a les personnes en précarité, il y a les familles monoparentales, les personnes en recherche de logement. Voilà. Donc, on est un peu étiqueté comme ça. On est un peu comme ça, catégorisé. Donc, il faut, quand on est élu, s'organiser pour remettre de la transversalité, pour refaire du lien humain dans tout ça, mais en même temps pour que les personnes aient bien la réponse attendue selon leur situation. Donc, on n'est pas seulement une personne avec des étiquettes précises, mais on est vraiment des personnes avec des situations à un moment donné qu'il faut pouvoir rendre les plus positives possibles. Ensuite, 2014, j'ai fait un bref passage comme adjoint à la culture, puisque en 2016, j'ai été élu au conseil départemental. Je vous le fais très bref, mais il avait été souhaité que je ne sois plus élu municipal en même temps que j'étais élu au conseil départemental, ce qui, à mon avis, est une erreur parce que le cumul des mandats, même s'il peut faire parler, il a un vrai intérêt, au moins de rester conseiller municipal puis conseiller départemental, parce qu'on est toujours en prise avec l'agenda de la ville. Et l'agenda, quand on est élu, c'est quelque chose d'essentiel. Ensuite, comme conseiller départemental, j'ai eu en charge la commission locale d'insertion, donc ça me faisait revenir un peu à mes affaires d'adjoint aux affaires sociales en quelque sorte, mais là au niveau départemental, Olivier a quitté la réunion. Pour l'ensemble des communes. Et ensuite, j'ai été également président de la commission de l'appel d'offres. Alors là, on voyait tous les dossiers passer sur les travaux en cours pour les collèges, puisque le département est chargé des collèges et de la petite enfance au sens de l'enfance protégée. Et puis, Samuel, il ne vous reste que 3 minutes, hein. D'accord, oui, mais je vais conclure. Vous en faites pas, je vais conclure. Et donc, ces actions au niveau du département m'ont permis de découvrir d'autres actions beaucoup plus largement que sur la ville pour traiter les besoins des personnes. Donc, dans les 2 minutes et demie qui me restent, les freins que j'ai pu constater, c'est parfois la difficulté d'accès aux documents. Mais comme moi, j'ai été élu en 2000, entre 2000 et 2020, l'évolution informatique, elle a fait un grand chemin et du coup, j'étais beaucoup moins gêné avec les difficultés informatiques quand j'étais élu au département que quand j'ai débarqué comme conseiller municipal, parce que vous avez des dossiers énormes dont il faut prendre connaissance et qui ne sont pas forcément simples si on n'a pas les outils informatiques. Au département, j'avais une assistante, comme les autres élus, simplement les assistantes, elles assistent plusieurs élus à la fois.
Mais moi, elle avait que deux élus, parce que effectivement, je prenais plus de temps qu'un autre, donc ils en avaient décidé que il y aurait plus de temps. Et du coup, il y avait du temps pour la lecture de documents, du temps pour m'accompagner éventuellement sur certaines réunions, parce que quand on va présenter des marchés publics à des associations d'artisans, par exemple, hein, pour leur indiquer qu'il va y avoir un collège qui va être construit et qui risque d'avoir du travail, bon, ben, il faut bien se déplacer avec l'ensemble des services. Euh, sur les freins, la plus grande difficulté que j'ai eue, moi, c'était de me retrouver dans des moments où il y a des meetings, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais des moments où vous êtes parmi beaucoup, beaucoup de personnes et où vous êtes seul. Et iPhone alors de là, Jean-Marc, je viens participer à la réunion. c'est assez violent parce qu'il faut arriver à retrouver des personnes qu'on voudrait rencontrer et si on n'a pas d'assistante à ce moment-là, c'est un peu compliqué. Donc, sur la question des freins, voilà ce que je peux dire très rapidement. C'est vrai que 10 minutes, c'est ultra court. Euh, sur la question de l'engagement des citoyens. L'engagement des citoyens, pour vous, il est vraiment de vous rapprocher des partis politiques ou des associations citoyennes qui veulent s'engager dans la vie politique pour donner votre avis. Alors, sur le handicap, parce que vous allez être étiqueté comme ça dans un premier temps, mais vous avez aussi, bien sûr, des avis sur autre chose, sur l'éducation, sur l'aménagement de la ville, qui peut se vivre au travers du handicap, mais au travers aussi de l'écologie, hein, tout à fait. Donc, c'est des éléments que vous pouvez aussi porter. La commission accessibilité, elle fait beaucoup de bruit parce que c'est une instance où effectivement les associations ou même les citoyens en situation de handicap peuvent être représentés. Mais vous pouvez aussi aller dans d'autres commissions municipales, comme les commissions mobilité, par exemple, puisque la mobilité, ça n'a rien à voir directement avec le handicap, mais au contraire, ça vient impliquer toutes les diversités. Et donc, c'est à nous comme citoyens, du coup, pas comme élus, mais vous comme citoyens, de s'engager dans les commissions qui vous font vibrer, qui ont des thématiques qui vous intéressent bien au-delà du handicap. Donc j'ai sans doute dépassé mon temps là, maintenant. Je m'en excuse aussi, mais moi je suis surtout prêt à répondre à vos questions parce que je pense que c'est ça qui sera le plus riche, parce que c'est vrai que de présenter un parcours de plus de 20 ans de politique sur différentes thématiques, des marchés publics, au logement, à la culture, avec la question du handicap, c'est vraiment une gageure et en même temps, il faut arriver à vous donner envie de rejoindre ce milieu qui est parfois compliqué, mais qui quand même mérite qu'on s'y attarde et qu'on s'y intéresse de très près pour faire avancer les problématiques des personnes en situation de handicap qui sont celles aussi de la diversité. Elles ne sont pas que celles des personnes en situation de handicap, hein. Elles sont celles d'un élément de la diversité. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Samuel. Merci, merci à nos trois intervenants de leur exposé très riche, vraiment. Vous dire aussi que puisque Samuel vient de parler des commissions communales et intercommunales, puisque ça existe aussi hein, pour l'accessibilité, que ce sujet-là, de l'implication de l'engagement dans ces commissions communales pour l'accessibilité est un des volets de notre plaidoyer. Comment faire véritablement de ces commissions un outil de co-construction de la politique publique locale en matière d'accessibilité et aussi sortir peut-être aussi parfois de l'accessibilité du bâti pour élargir à la question par exemple du numérique ou de l'accès à l'information de façon plus générale. Alors, donc il nous reste une demi-heure pour les échanges, vos questions aux intervenants, vos remarques, commentaires, voilà, témoignages éventuellement, pourquoi pas. Alors, Gabriel peut-être, puisque Oui, vous aviez tout à bonjour à l'heure tous. une question. Moi, j'ai une première question. Elle s'adresserait plus particulièrement à Nathan. Concernant l'accès à l'information, quels sont actuellement les outils mis à la disposition des différents candidats pour les municipales où ils pourraient iPhone de Nathalie, Paris, déposer bienvenue à la leur, Réunion. où ils pourraient déposer leur Agent profession de Sido animé foi la Réunion. pour que les personnes pour que les électeurs puissent savoir
déjà pour qui ils vont voter. Ça me paraît un premier pas vers la connaissance de nos candidats sur nos territoires. Voilà. La question, c'est où est-ce que les professions de foi au format numérique sont disponibles? Oui, oui, exactement. Oui, Où est-ce alors que en fait, ouais. Où est-ce que les électeurs pourraient les déposer? Parce il faudrait qu'on puisse donner à nos élus, s'ils ne le savent pas, où déposer leurs informations pour qu'elles soient centralisées et qu'on puisse les consulter d'une manière accessible pour nous, les personnes déficientes visuelles, par exemple. alors en fait, les professions de foi doivent être déposées auprès de la commission de la propagande électorale. Et ensuite, donc il y a des contrôles hein, qui sont réalisés sur ces documents, mais pas sur les aspects d'accessibilité, il me semble. Et ensuite, tout est mis en ligne sur un site du ministère de l'Intérieur qui s'appelle programme-candidat.intérieur.gouv.fr. Et en fait, donc il y a la liste. On peut chercher, par exemple là pour les législatives, sa circonscription. Et ensuite, on a les candidats qui sont listés et ça nous renseigne assez bien, par contre, sur les versions qui ont été déposées. Donc, soit il y a rien qui est en ligne, et après, est-ce que la version a été générée de manière accessible pour être, par exemple, consultée avec un lecteur d'écran? Et malheureusement, on constate que c'est souvent pas le cas. Et il y a aussi, et si ça a été rédigé, la version adaptée pour. Donc, je pense que c'est des rédactions qui se rapprochent des formats FALC. OK. Alors ensuite, on a une question, une main levée plutôt, de Or. Pardon si je écorche votre nom. Donc moi, je suis une ancienne élue et j'espère future élue. Alors je me suis un peu retrouvée dans le témoignage de Samuel et en particulier quand il dit que la plus grosse difficulté, c'est dans les meetings, les cocktails et autres où on a énormément de monde autour de nous, où on veut aller voir quelqu'un. Enfin, c'est toujours des périodes compliquées et en période de campagne électorale. Finalement, nous sommes des militants un peu particuliers parce que pas très efficaces pour faire du boitage parce qu'il faut commencer par voir où sont les boîtes aux lettres. Donc c'est plus compliqué que voilà pour les autres. Être présent sur les marchés, bah, si vous voyez pas les gens passer, c'est compliqué aussi, etc. Euh, Ceci étant dit, je voulais poser une question un peu complémentaire à celle qui vient d'être posée. Je connaissais pas moi l'existence du site la programme-candidat, qui est finalement intéressant pour nous si on veut aller voir les professions de foi à condition enfin en format numérique si on les a pas reçus en version papier. Mais la question, moi je vais la poser dans l'autre sens, c'est-à-dire est-ce que dans votre boîte à outils, alors, où est-elle déjà? Et est-ce que dans cette boîte à outils, il y a un petit document un peu simple mais précis pour donner aux rédacteurs de ces professions de foi pour qu'ils les fassent entre guillemets bien, enfin, accessibles pour nous, parce que voilà, en fait, moi je vois l'équipe de campagne, si je leur dis faites attention, il faut que la profession de foi soit accessible, ils vont me dire ok bah voilà, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse concrètement quoi. Merci Aurélie. Alors, juste pour répondre à cette question-là, parmi donc les outils de la boîte à outils figure par exemple l'ABC de l'accessibilité numérique qui permet donc d'avoir vraiment en quelques pages les éléments les plus importants en matière d'accessibilité numérique. Donc ça fera partie de la boîte à outils et ben, nous attendions justement le webinaire de ce matin qui va en fait qui est le lancement en fait de cette boîte à outils. Donc ça va être très rapidement disponible. Super. Et Sur tant que j'ai notre la site. parole, Notre site. ouais, Oui, allez-y. merci. Tant que j'ai Allez-y. la parole, une deuxième question, c'est plus une question bah, pour les élus, justement, une fois qu'on est élu. J'imagine dans votre boîte à outils, il y a aussi des informations sur nos droits en particulier et particulièrement bah, comment on déclare, notamment vis-à-vis de la CAF, puisque quand on est élu, ce n'est pas un travail, donc mais il y a des revenus éventuellement. Donc voilà, tout ce qui est. J'imagine que la CAF sera super top au courant comme d'habitude. Donc, pardon, je dénigre un peu, mais c'est vrai que les situations particulières, en général, ils savent pas faire. Donc,
C'est mieux si on a les bonnes infos, quoi. Alors ça, je vais peut-être laisser Cyril répondre à cette question, puisque c'est dans un des documents, notamment d'Andéo, qu'on trouve des éléments sur la question du frein financier, notamment pour les personnes qui sont bénéficiaires de l'AH. Je compléterai Cyril si besoin. Euh, Sur la première, effectivement, alors, nous, on fournit des éléments dans le guide de sensibilisation à destination des personnes en situation de handicap que vous pouvez télécharger sur le site d'Andéo. Je vous mettrai le lien tout à l'heure. C'est dans les annexes. On a sur les différents euh, 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 parties réglementaires, en tout cas, qui sont importants à connaître. Et effectivement, il y a la partie des cumuls qui sont compliqués avec la hache notamment, et sur la prise en compte de l'indemnité de l'élu. La complexité, elle est d'autant plus forte qu'il y a bien, en tout cas, un article législatif qui permet une prise en compte, enfin, une non prise en compte de l'indemnisation sur les 6 premiers mois du mandat, mais que cette partie législative n'est pas accompagnée de la partie réglementaire, n'a donc pas de décret d'application, qui crée en tout cas une problématique pour que la loi soit pleinement appliquée, mais ce qui est très classique dans des projets de loi qui sortent très souvent, il nous manque les décrets d'application, donc là c'est le cas. Il n'empêche, derrière, en réalité, les règles de calcul sont tellement compliquées que pour les personnes en situation de handicap elles-mêmes, mais y compris, comme vous venez de le dire, pour les administrations, très souvent, on ne sait pas si ça va avoir un impact ou pas, notamment sur la question de la hache, et que ce point-là euh, est souvent compliqué à clarifier. Donc, le guide ne fait qu'apporter les éléments juridiques. On ne dit pas comment arriver à s'en sortir sur le calcul qui, aujourd'hui, ce qu'on pointe, en tout cas, c'est la complexité de la hache dans la manière de prévoir les seuils qui permet enfin, qui amène parfois à réajuster le montant. Merci. Oui, oui, c'était tout à fait, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il manque un décret pour préciser, sachant qu'on a quand même eu des réponses à des questions au gouvernement qui sont toutes allées dans le sens donc de la non prise en compte de la hache, donc jusqu'à un certain point. Donc et c'est justement ces modalités précises qui n'ont pas été encore réglées par voie réglementaire. Bonjour à toutes et tous. Donc, je me présente Frédéric Baretti. Je suis le vice-président de la Fédération des aveugles. Donc, j'avais deux questions. Une qui concerne l'accessibilité. Alors, merci à Nathan pour cette présentation très complète. Mais par contre, j'ai toujours une interrogation sur le pourquoi aujourd'hui nous en sommes toujours là, alors qu'il y a des obligations, ou plutôt des préconisations, pardon, malheureusement. Pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à passer à l'obligation et pourquoi on n'arrive pas à faire avancer les choses? Et je voulais savoir où est-ce qu'en était le travail de la CFPSA à ce niveau-là, où on en était dans les démarches. Et ma deuxième question s'adressera plus particulièrement à Samuel. Merci pour ce témoignage et ce déroulé. J'aurais aimé savoir quelles ont été vos réelles difficultés et les freins que vous avez rencontrés, non seulement pour pouvoir faire prendre en compte votre candidature auprès de votre parti et de vos collègues, et quelles ont été vos plus grandes difficultés dans l'accomplissement de vos divers tâches politiques. Merci, merci Frédéric. Alors, Nathan d'abord? Oui, alors pour compléter, je veux dire, on partage vos interrogations sur l'écart qui peut exister entre les obligations en vigueur et la pratique, où on se retrouve avec des techniques de vote qui restent inaccessibles aux personnes, aux électeurs aveugles et malvoyants. Nous, là, pour les municipales, on s'est vraiment attaché à analyser le cadre réglementaire et à identifier des leviers qui pourraient nous permettre de passer de l'obligation dans la loi à l'effectivité du droit. Donc là, en créant, comme je le disais tout à l'heure, ce guide qui donne des recommandations sur le bureau de vote. Ah, pardon, le message n'est pas pour moi. Sur le bureau de vote et les techniques de vote, on essaie d'aller au-delà en fait de ce cadre réglementaire qui ne dit pas grand-chose sur la manière de rendre le vote accessible aux personnes aveugles et malvoyantes. Et d'autre part, on a développé donc un plaidoyer qu'on va envoyer aujourd'hui, parce qu'on l'a publié hier soir, donc on va l'envoyer aujourd'hui à l'Association des maires de France.
Et d'autre part, on est aussi en contact avec le cabinet de Charlotte Parmentier-Lecocq, qui est donc la ministre en charge de l'autonomie et du handicap. Et on va aussi le transmettre à la haute fonctionnaire handicap et inclusion du ministère de l'Intérieur. Et par ailleurs, comme d'autres associations représentées aujourd'hui, le collectif handicap visuel est au CNCPH et participe aux travaux sur la prochaine conférence nationale du handicap. Je pense que cette prochaine échéance sera une bonne occasion pour avancer nos demandes et demander des mesures concrètes. Merci Nathan. Alors, il y avait donc aussi une question qui s'adressait à Samuel, hein. Oui, alors pour essayer de répondre, c'est pas forcément une question simple ça. Les difficultés les plus grandes auxquelles j'ai été confronté, ça peut être le dialogue entre les administrations. Parce que quand on est élu, on peut décider de politique à mettre en place, mais après, il faut que les dispositifs puissent suivre. Et on peut être parfois gêné par le croisement ou la superposition de normes, comme par exemple en accessibilité, l'exemple classique, c'est la sécurité et l'accessibilité, ou l'accessibilité et les enfants, les questions de hauteur, les questions de repérage, ça, c'est jamais évident. Ce qui a été le plus lourd, c'est vraiment ce que je disais. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand on est dans une foule, dans un cocktail. Aurélie citait la question des cocktails, mais oui, c'est important ça parce que quand il y a des réunions, souvent après, évidemment, on se retrouve. Alors, et il faut aller rencontrer la personne qu'on souhaite. Alors en campagne, moi, j'étais toujours avec un binôme. Hein, j'étais jamais seul en campagne, très rarement en tout cas. Et donc là, c'est beaucoup plus facile pour s'organiser. Euh, les difficultés les plus grandes, je sais pas, c'est au quotidien. Oui, alors dans mon parti, oui, ça, c'est important. Dans le parti, alors j'étais au Parti socialiste en 95 et je l'ai quitté en 2016. Hein, voilà. Euh, mais la difficulté, c'est de faire comprendre que on n'a pas forcément envie d'être des personnes qui soient incluses sur une liste. Moi, la question de l'inclusion sociale, pour moi, c'est une connerie. C'est-à-dire que je ne souhaite pas que les personnes qui font partie de la diversité soient incluses, puisqu'elles sont elles-mêmes la société. Donc la société, elle est faite des diversités. Donc on ne peut pas nous raconter qu'il faudrait inclure comme ça, par rapport à un homme blanc en bonne santé, ben, des gens de couleur en moins bonne santé ou avec un handicap ou quoi. Non, on ne peut pas nous raconter ça. Donc moi, mon concept, c'est celui de la prise en compte. C'est-à-dire qu'on prend en compte l'ensemble des diversités dès la conception d'une politique publique. Alors ça, c'est facile à dire, c'est pas toujours évident à faire parce qu'il faut rien oublier et quand on construit un dispositif, eh ben, c'est pas toujours simple. Mais en même temps, ça a le mérite que si on s'appuie sur les 23 discriminations, hein, que on va pas rappeler là, mais vous les regarderez, hein, le sexe, les croyances, les religions, le revenu financier, etc., etc., le handicap. Bon, ces éléments-là, ils sont essentiels pour moi de dire que dans un parti, on n'a pas à faire l'aumône de dire, bah voilà, on voudrait qu'il y ait une personne handicapée sur la liste, on voudrait qu'il y ait autant de... Maintenant, avec les femmes, alors le combat des femmes, il est exemplaire à ce sujet-là, puisque aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a aucune élection qui ne peut se faire sans la parité, y compris dans les petites communes. Alors, ça pose d'autres questions, mais en même temps, la réalité, elle est celle-là. Il faut qu'il y ait la parité homme-femme. Ça paraît une évidence, mais ça, c'est une évidence que depuis très peu de mois maintenant, cette affaire-là. Donc, pour le handicap et la diversité, le combat, il est toujours à mener et à s'inscrire dans ce que moi j'appelle la prise en compte. Un jour, je me souviens très bien, j'étais en assemblée départementale, donc on était en session, comme on dit, donc c'est-à-dire dans le conseil départemental où l'ensemble des élus prend la parole et défend ses dossiers. Et à un moment donné, il y a un collègue qui parle de je ne sais plus quoi pour le handicap, etc., et qui dit il faudrait qu'on arrive à être davantage inclusif pour les personnes en situation de handicap. Et moi, je lui dis, mais mon cher collègue, excuse-moi de vous importuner, mais en même temps, qui êtes-vous pour dire que les personnes handicapées
doivent être incluses. Je suis parmi vous, je suis là. Donc, de quel droit, de quelle place parles-tu pour dire ça? Et ça a acheté un peu un froid dans l'Assemblée parce que les gens ne sont pas habitués à ce qu'on leur parle comme ça. Mais en même temps, après, il est venu me voir. Bon, il m'a compris. Il a dit, mais oui, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, je voulais pas dire ça. Ben, je dis, oui, mais tu l'as dit, tu vois. Donc, à un moment donné, il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Parce qu'aujourd'hui, dans la société où on est, les mots, on va souvent les dévoyer, on va faire des déviances de mots. Et du coup, ça va perdre de son sens. Donc, il faut vraiment garder au sens propre que la diversité, c'est la société, c'est pas autre chose, c'est ça la société, c'est l'ensemble des diversités qui composent la société. Et en conséquence de quoi, on doit pouvoir, dans les partis, se battre pour que cette diversité ait une vraie vie. Voilà. Merci Et Samuel. c'est dur. Les combats dans les partis, oui, sont fratricides, hein, des fois. Il ne faut pas se cacher, hein, vous le savez bien. Moi, je l'ai vécu. Non, c'est pas fou. Hein. Ça Merci donne pas envie Samuel. de faire de la politique, hein. Bah oui, mais je dis les choses comme elles sont, moi. Hein. Je Non, veux non, mais dire, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. je dis les Merci choses comme elles Samuel. sont. Mais faut être sportif. Alors moi, je suis pas du tout sportif, mais on apprend à l'être après, du coup. Et puis, il faut savoir faire du lâcher prise, parce que comme on croit à ce qu'on défend, eh ben, on fait du lâcher prise et on se dit que ce que nous on a à dire, il est aussi, voire plus important que ce que le voisin a à dire. Voilà. Et donc, après, il s'agit d'avoir de la voix, il s'agit de se faire entendre, il s'agit d'argumenter aussi, de beaucoup argumenter, d'écrire. Moi, l'un de mes premiers éléments au PS, pour qu'on me prenne en compte, pour qu'on commence à comprendre que j'existe au-delà du gentil militant qui arrive avec sa canne blanche, c'était de prendre les comptes rendus des réunions. Parce que les comptes rendus de réunion, c'est tout con, mais une fois que c'est écrit, c'est écrit. On ne peut pas dire qu'on ne l'a pas dit. Et comme c'est moi qui prenais les notes, ben, d'un coup, les gens venaient me voir et me disaient, ah oui, mais dis donc, en fait, ah oui, c'est pas tout à fait. Ah, bah, je dis, je sais pas, moi, corrige, hein, vas-y, on y va. Et là, vous prenez un autre sens pour la démarche dans le parti, dans l'association citoyenne. Merci Samuel. Je Oui, vais oui. vous couper parce qu'on a pas mal de mains levées déjà et il nous reste peu de temps. Jean-Pierre. Ouais, merci. Merci beaucoup, Fatima. Merci et salutations à Nicolas Bino. Merci pour ces échanges très, très riches, évidemment, et je n'en doutais pas. Peut-être juste redire de quelle place je parle, parce qu'il y a parfois des lieux où la FNADEPA est un peu connue, celui-ci un peu moins peut-être. Donc, dire que je représente ici 1600 directrices, directeurs d'établissements de services pour personnes âgées et que nous avons un partenariat qui commence à bien vivre et j'en suis vraiment très heureux en tous les cas avec la FAF et c'est un plaisir et une joie. Peut-être sans vouloir comparer ce qui n'est pas forcément comparable, mais dire d'abord que ces témoignages ils sont intéressants parce qu'ils construisent des citoyennetés qui sont des citoyennetés fortes. Il y a beaucoup de termes qui ont été employés. Nous, dans les établissements et services qui adhèrent à notre fédération, l'enjeu, c'est la question de la citoyenneté. Alors, pas forcément pour être candidat à des élections municipales, mais au moins pour s'exprimer en tant que votant. Et c'est pas si simple aujourd'hui, quand on est notamment dans des EHPAD, avec des personnes dont la moyenne d'âge, je le rappelle, est de 86 ans et des poussières, qui n'ont pas toujours des capacités faciles à se rendre à des élections municipales, et pas seulement, et pour lesquelles l'expression citoyenne par le vote n'est pas quelque chose d'évident et de facile. Et nous, notre travail à nous aussi, pour le coup, FNADEPA, Fédération, c'est de faire en sorte que l'ensemble des citoyens qui habitent évidemment, quel que soit le lieu où ils habitent, hein, que ce soit leur domicile traditionnel ou un établissement médico-social, puissent avoir accès à cette citoyenneté-là. Et la question de la citoyenneté, de la manière dont vous le traitez aujourd'hui, ce matin, et de la manière dont on essaie, nous, de le traiter, même si c'est un tout petit peu à côté, ça reste de la citoyenneté active. Alors après, le terme d'inclusion, on emploie les termes que l'on veut dans cette question-là, mais c'est juste l'expression d'être citoyen comme tous les citoyens aujourd'hui de ce pays. Et la question de la capacité à voter, vous voyez, c'est juste le pas d'à côté finalement hein, que j'évoque avec vous, c'est aussi une façon pour nous d'exprimer cette citoyenneté. Et puis le deuxième élément qui me semble important, et j'irai très vite parce qu'en effet beaucoup de mains sont levées, c'est de dire que au fond, au-delà de la citoyenneté, la façon dont on permet à chacun d'exprimer cette citoyenneté, il y a la question du militantisme et de l'engagement. Et ça, c'est aussi quelque chose, un sujet qui vous touche, et qui évidemment est un fondamental de l'ensemble des acteurs que vous êtes autour de la table, mais qui est aussi sur la question du grand âge, avec évidemment des modalités d'expression de cet engagement qui sont un peu différents.
il n'y a pas dans le champ du grand âge la même représentativité que dans le champ du handicap. Je dis toujours, comparaison n'est pas raison, mais nous, dans le champ du grand âge, on a des vraies lacunes sur ces questions-là et des vrais enjeux. Et l'une des forces aussi, et l'une des raisons pour lesquelles on est attaché au travail que l'on mène ensemble avec la Fédération des aveugles de France, c'est justement pour donner, pour retirer de vos expériences à vous, et tous les trois, vous en avez témoigné, la capacité de représentativité, de visibilité d'une action portée communément. Et ça, c'est un sujet aujourd'hui sur lequel on a des efforts à faire, sur lequel on a un travail majeur à faire, et sur lequel je pense que le travail qu'on aura à construire ensemble nous permettra probablement d'avancer. Voilà, je ne vais pas beaucoup plus loin, mais en tout cas, merci. Et puis, comme mon petit doigt me dit jamais de bêtises, Fatima, je serai heureux de vous accueillir dans une quinzaine de jours à notre colloque national. Voilà. Et Tout à merci fait, encore. merci beaucoup. Oui, on est également bien sûr ravis de ce partenariat sur la question notamment des personnes âgées de plus de 60 ans, donc là où on a des enjeux bien sûr qui se croisent entre nos deux organisations. Merci beaucoup Jean-Pierre. Alors Jean, est-ce que vous avez retrouvé un micro? Oui, vous m'entendez là? Allez-y, on vous entend cette fois-ci. Alors voilà, moi je suis aveugle, je suis à mon 7e mandat municipal, dont 3 de maire, 3 de premier adjoint et 3 de maire et un de conseiller, voilà. Donc c'est de plus en plus difficile, si vous voulez, je suis aveugle à 100%, hein, voilà. Hein. Où je trouve des problèmes, moi, c'est au moment du dépouillement, au moment quand tous les gens là sont autour, etc., quand il faut compter les bulletins, etc., etc., remplir les documents. Et là, je trouve quand même des problèmes, c'est assez difficile. Je suis obligé d'avoir affaire à l'un, à l'autre, etc. Et ma question, est-ce que je peux trouver quelqu'un qui pourrait me prêter ses yeux dans ce moment-là, quitte à le rémunérer, hein, moi, c'est pas, mais pour ne pas faire d'erreur, surtout que cette année, le mode de scrutin a changé, est beaucoup plus complexe, et je vais me représenter encore une fois, j'ai 80 ans, hein, mais j'ai un peu difficile pour publier les résultats, etc., etc., le jour des élections, quoi, le jour du scrutin. Voilà. Jean, j'imagine que vous êtes dans une petite commune. Dans quelle région? Je suis dans Haute-Marne. La petite commune s'appelle Ciré-sur-Blaise. C'est le pays où Voltaire a écrit tous ses vers, etc. Il a resté ici 14 ans avec Émilie du Châtelet. Voilà. D'accord, d'accord, très bien. Donc, vous n'avez pas, j'imagine, de secrétaire de mairie ou... Ah, j'ai une ou- secrétaire de mairie, mais le jour du vote, elle a autre chose à faire et elle ne nous assiste pas. D'accord. Bon. En principe, souvent c'est ce rôle-là, en fait, aussi qui peut lui être donné, moyennant rémunération, évidemment, puisque c'est un travail... Il n'y a pas de on- problème. Hmm, Mm. tout à Alors, fait. où je peux trouver une aide ce jour-là? Voilà. Ben, ça ne peut, enfin, à mon sens, ça peut être qu'une aide bénévole. Bon, déjà, les assesseurs dans un bureau de vote, de toute façon, sont des bénévoles, donc de la part des assesseurs, par exemple. Oui, mais les assesseurs, oui, effectivement, il y a des assesseurs. Mais oui, oui, il y a des assesseurs, bien sûr. Mais pour m'aider personnellement, donc, il faudrait bien vérifier, il faudrait bien regarder les dépouillements, etc., etc., etc. Je suis bien d'accord qu'il y a des assesseurs, mais euh, c'est quand même toujours difficile d'être le maire et de laisser les autres procéder à à ces moments-là qui sont assez scrutés, quoi, voilà. Je ne sais pas si quelqu'un a une réponse, voilà, mais moi je n'ai pas de réponse à cette question là immédiatement. Et pour moi, les assesseurs sont chargés de toute façon de vérifier ce qui est fait par le président du bureau de vote. Qui est enfin, qui peut être le maire, qui peut être quelqu'un d'autre que le maire, bien sûr, mais là, en l'occurrence, le maire. Donc, c'est le Mhm. rôle des assesseurs d'être là, d'être vigilant, de relire, etc. Alors, peut-être qu'il est possible de trouver un ou une bénévole pour vous assister. Mais j'avoue que, voilà, mes connaissances en la matière se bornent là. Peut-être aussi pouvoir recruter quelqu'un spécifiquement pour ce jour-là.
Oui, moi, j'abonde dans ce sens-là. En tout cas, Mm. Mm. bravo pour votre implication dans une petite Oui. commune, parce que autant dans les grandes communes, moi j'étais à Rezé, ville de 40 000 habitants à l'époque, et puis le département, on a des services, on a des directeurs généraux, adjoints, etc., etc. Mais vous, dans les petites communes, vous avez quasiment aucun personnel, et c'est plus en termes de positionnement, comme vous dites, moi je suis le maire et je peux pas contrôler ces éléments-là de moi-même. Bah, c'est parce que ça vous oblige forcément à avoir une personne de pleine confiance avec vous, mais il n'y a pas d'autre solution et malheureusement c'est la limite de la cécité à laquelle on est confronté, y compris dans ces moments, dans ces moments super importants où justement au-delà de la symbolique, la réalité, la légitimité du maire, elle est un peu mise en difficulté, mais bravo pour ce que vous faites vraiment. Oui, bravo pour cet engagement. Alors, je vais ensuite donner la parole à Julie, puis à Céline. Oui, bonjour, donc Julie Bélanger, secrétaire générale de la NPEA, l'Association nationale des parents d'enfants déficients visuels. J'avais deux remarques. La première, c'était par rapport au plaidoyer national, où effectivement on a le cadre législatif contraignant sur l'accessibilité et que tous les électeurs puissent disposer des outils, etc. Et donc qu'on mette la pression au niveau national pour que chaque maire et qu'on envoie un courrier à chaque maire, oui, pour que ce cadre soit respecté. Mais après, je pense que d'un point de vue local et municipal, il faudrait conjuguer ça avec une action locale. C'est-à-dire que si nos associations et nos représentants, je dis nous au sens fédération et déficients visuels, au niveau local interpellent leur municipalité en disant attention, c'est bientôt les élections, pensez à nous pour qu'on puisse se déplacer, parce qu'en fonction des lieux, il y a plus ou moins de personnes concernées, etc. Le maire, il sera beaucoup plus vigilant, enfin le maire ou l'équipe municipale, ils seront beaucoup plus vigilants que juste un courrier qui vient du national sur le respect du cadre législatif. Parce que c'est pas qu'ils en ont quelques-uns, mais il y en a beaucoup des cadres législatifs à respecter. Voilà, donc je me dis, dans quelle mesure, alors on est janvier, il nous reste 72 jours, un truc comme ça avant les élections, dans quelle mesure on arrive à mobiliser au niveau local les différents acteurs, les différents militants de la déficience visuelle. Bon, ça marche mieux sur le local, je trouve, que sur le présidentiel ou éventuellement les législatives, mais là, sur les municipales, il y a des vrais enjeux. Voilà. Et ensuite, ça c'était plus une remarque question, dans les bureaux de vote, entre les assesseurs et les présidents, est-ce que euh, dans votre boîte à outils, on a un document dont ils pourraient disposer pour être sensibilisés à l'accueil justement alors des personnes en situation de handicap en général, mais peut-être des personnes déficientes visuelles. Et est-ce qu'ils sont autorisés? Est-ce qu'un assesseur est autorisé quand il y a une personne qui arrive à l'aider? Je ne sais pas trop là en termes de. Voilà, c'est une question. Merci Julie, j'interviens juste sur le premier point parce que c'est une passe décisive que tu fais à Fatima et Julie. Je ne sais pas si ça avait été préparé. Je préférais que ça ne l'ait pas été. Soit ça a été bien Totalement préparé, improvisé, voilà, c'est Nicolas, parfait. totalement improvisé. Puisque, comme tu le sais, de toute façon, ces démarches-là, elles ont été pensées, elles sont toujours pensées à la fédération pour être relayées et déployées par les associations membres de la fédération, parce que sinon ça a peu de sens et beaucoup moins d'impact. Effectivement, ça part de Paris, puisque par définition, en plus, nous, on vote pas, on n'est pas électeur de la commune, on n'a pas ce poids-là et la proximité avec les élus. Donc, je pense que Fatima et Julie vont pouvoir, même si c'est pas totalement l'objet de notre rencontre, pouvoir dire ce qu'elles envisagent sur le déploiement du kit et sur la mobilisation. Donc, on a déjà compris que Julie Bélanger de la NPEA et toutes les parties prenantes de la NPEA seront actives pour s'approprier ce qui va, pour le coup, leur être transmis depuis Paris. Oui, c'est ça, on va envoyer nos enfants dans les. Faut les préparer au vote, Julie, c'est important. Oui, mais merci beaucoup, Nicolas. Oui, c'était totalement improvisé, mais bien sûr que dans ce plaidoyer, cette boîte à outils va être mise à disposition sur le site internet, mais évidemment, avant tout, pour nos associations membres, pour l'ensemble du réseau fédéral, avec donc les outils de la fédération, des documents, un guide d'interpellation des candidats. Donc, quand on dit candidats, c'est à la fois bien sûr les maires sortants
et les autres listes, donc avec une trame de questions à leur poser sur les différentes thématiques qu'on a abordées tout au long de cette heure et demie, c'est-à-dire l'accessibilité de l'information, la co-construction de la politique municipale, la question de la citoyenneté dans son ensemble. Donc tout ça, ça va bien sûr être envoyé et évidemment, chacune de nos associations pourra s'en emparer pour aller taper à la porte des candidats, à la porte physique, à la porte numérique. On donne aussi des clés un petit peu comment faire pour les interpeller sur les réseaux sociaux, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup des candidats qui, pour plein de raisons d'impact et aussi de moyens, d'ailleurs, sont aussi sur les outils numériques, les canaux, etc. Donc, bien sûr, c'est prévu et je pense que dans une élection municipale, c'est d'autant plus important d'avoir cette interpellation-là. Ensuite, il y avait une deuxième question. Non, Alors, sur le rôle d'accompagnant que peuvent avoir ah les oui, assesseurs pardon, ou pardon. présidents. Oui, Tu oui, vois, j'ai pris des qui, notes, dans mais un j'arrive bureau pas de à vote, relire. peut avoir cette casquette? Oui, alors dans notre boîte à outils, on renvoie évidemment aux éléments législatifs et réglementaires en matière de vote. Donc, il y a un outil à l'intention des candidats qui s'appelle un memento, si je me souviens bien, à l'intention des candidats, donc du ministère de l'Intérieur, qui reprend. Alors, évidemment, c'est un document qui ne parle pas que d'accessibilité ou de handicap. C'est tous les outils réglementaires, législatifs, les obligations des candidats, mais il y a une partie qui est consacrée à l'accessibilité et donc aux personnes handicapées. Donc, c'est cette partie-là qu'on peut utiliser pour aussi rappeler aux assesseurs, aux agents municipaux qui, le jour J, dans les villes un peu plus importantes, ont la charge de recevoir les électeurs, de les guider. Et oui, ils ont la possibilité, Nathan me corrigera si je me trompe, mais je pense que je ne me trompe pas, de guider une personne déficiente visuelle vers la table des bulletins, sachant qu'on peut très bien utiliser un bulletin qu'on a préparé à la maison. Ça, légalement, c'est tout à fait possible. Ça, c'est important de le savoir. Et ensuite, donc, de guider la personne vers l'isoloir, puis vers la table de vote. Donc, voilà, ça, c'est tout à fait possible. Alors, je vais donner la parole à Céline Ducré. Pour le moment, j'ai pas d'autres mains levées. Je pense que Céline sera sans doute Oui, notre dernière intervenante. Allez-y. bonjour à tous. Céline Ducret, présidente de l'AMPSA. D'abord, je voudrais remercier les intervenants qui sont intervenus. C'était très intéressant, leur présentation et témoignages. Alors moi, la question, c'était par rapport, je pense, ça va être plutôt Nathan qui va me répondre. Tout à l'heure, vous avez parlé des votes électroniques, que ça ne se déploie pas. Et donc, je voulais savoir pourquoi. On n'a pas avancé sur ce sujet-là et surtout d'autant plus maintenant avec les nouvelles technologies, je pensais que ça aurait pu avancer. Voilà ma question. Merci. Merci, Céline. Euh, Nathan? alors, quand j'avais fait des recherches sur le moratoire de 2018, il me semble qu'il y avait en fait, c'était en réponse à une sorte de panique autour de possibilités qui est de la fraude ou des trucages dans les résultats. Euh, et pour ce qui est du fait que ça perdure, j'avoue que je ne sais pas. J'avais vu qu'il y avait des questions parlementaires qui étaient formulées sur le sujet. Et en tout cas, nous, ça nous semble être une voie utile pour rendre le vote accessible aux personnes non-voyantes. Alors après, on formule quand même une autre demande, c'est d'actualiser le règlement d'agrémentation des machines à voter, parce qu'aujourd'hui, on a des vraies normes d'accessibilité numérique beaucoup plus précises que les formules un peu générales qui avaient été mises dans le règlement en 2003. Merci, Nathan. Eh bien, on arrive au terme de ce webinaire. Merci beaucoup à nos trois intervenants de leur présentation et voilà, des échanges que nous avons eus. Merci à l'ensemble des participants.
Merci de votre écoute, de vos questions. C'était vraiment très très intéressant. Avec Julie, nous allons donc vous envoyer donc d'abord pour commencer les meilleurs moments de ce webinaire puisqu'il a été enregistré. Donc vous pourrez voilà, le visionner, l'écouter, voilà, autant que vous le souhaiterez. Et puis bien évidemment, la boîte à outils sera disponible dans les prochains jours avec donc nos documents de plaidoyer et le renvoi à des documents donc extérieurs qu'on a cités déjà abondamment sur l'accessibilité numérique, sur les obligations des candidats, sur l'engagement politique. Les guides en déo seront aussi dans cette boîte à outils. Évidemment, les outils et documents de nos partenaires de la déficience visuelle, dont le collectif, bien sûr. Vous aurez tout cela à disposition et plus particulièrement pour les associations membres du réseau le guide d'interpellation des candidats qui vous permettra donc d'aller, comme on le disait, taper à la porte des différentes listes et têtes de liste de France et de Navarre pour les inciter à rendre l'élection accessible, mais aussi le programme et la mise en œuvre du programme, parce que c'est quand même ça qui compte pour l'accessibilité et la citoyenneté de l'ensemble des personnes déficientes visuelles. Voilà, mais je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci à tous et puis à très bientôt.